Yeah! C'est fabuleux! Thomas Levey. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, une émission spéciale Masters. Évidemment, le premier tournoi du Grand Chelem se déroule à Augusta et c'est le Masters le plus attendu de ces 30 dernières années. Au minimum, nous aurons avec nous Jean-Philippe Rodenburger, envoyé spécial du Journal du Golf à Augusta, et également Romain Langasque, dernier Français avec Victor Dubuisson à avoir participé au Masters, c'était en 2016. Et avec moi pour animer ce podcast, Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour Martin. Le retour, salut tout le monde. Félicitations Martin qui a été papa pour la deuxième fois, donc un merci, petit coucou au passage. Et nous sommes donc en ligne avec Jean-Philippe Rodenburger en direct d'Augusta. Bonjour Jean-Philippe. Salut à tous, salut messieurs. Alors Jean-Philippe, heureux? On peut pas être mieux qu'à Augusta, hein, franchement. C'est un endroit fabuleux, vraiment le voir pour le croire. Hein. On a la chance de faire plusieurs majeurs, mais ça a pas d'équivalent. Hein. Le Master, c'est vraiment au-dessus, quoi. C'est fabuleux, tout est parfait en fait. C'est la perfection. C'est un peu en comparaison, on pourrait peut-être comparer ça à Wimbledon au tennis, quoi. C'est le temple, quoi. C'est fabuleux. Jean-Philippe, on sait quand même que vous êtes le dernier de l'équipe à y aller. Tous vos collègues y ont été, vous avez tout lu, tout entendu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte à un moment de se dire je vais être déçu, et visiblement vous n'avez pas été déçu? Il n'y avait pas d'appréhension à ce niveau-là? Alors il y avait pas d'appréhension sur le fait d'être déçu, parce que quand voilà, tous les collègues et même les joueurs en premier disent que c'est un endroit fabuleux, on les croit, mais il y avait surtout peut-être un petit stress de dire voilà, on y va, qu'est-ce qui se passe. C'est tellement un temps qui est tellement à part qu'on sait pas trop, qu'au début on connaît pas trop les codes. On se dit voilà, faut pas courir, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et on a envie de bien faire en fait. C'est marrant, c'est un sentiment. On a envie d'être tout de suite dans le moule, et on n'a pas envie de sortir du lot et de faire n'importe quoi. C'est assez marrant, quoi. Alors cette ambiance particulière d'Augusta, on avait fait un sujet l'année dernière avec plusieurs joueurs, dont Nicolas Colsaert, et on écoute le Belge nous parler justement de cette ambiance particulière à Augusta. Alors c'est différent que n'importe quel autre endroit, parce que le public est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus civilisé. Il n'y a personne qui court, tout est manucuré à un point extrême, les parterres de fleurs, les arbres, les copeaux en dessous des arbres, la peinture des bâtiments, le verre qui est omniprésent. Oui, Jean-Philippe, vous êtes d'accord sur cette ambiance à part, ce lieu à part? C'est juste extraordinaire. En plus de ce que dit Nicolas Colsaert, il y a tous les jeux de lumière et les différentes couleurs. On voit que tout a été pensé. Le vert avec les azalées, ça va jusqu'au des lacs, ça va sur les pins qui se réfléchissent sur les greens. Enfin, c'est juste, en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit en vrai, quoi. Des fois, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on voit à la télé et la réalité. Là, tout est vrai. C'est mieux en vrai, t'es fou. Mais c'est mieux en vrai, exactement. Mais des fois, ce qu'on voit à la télé, on se dit bon, est-ce que c'est la télé qui embellit ou est-ce que c'est vraiment vrai? Non, là, c'est encore mieux, quoi. C'est vraiment le temple, quoi. J'insiste, mais on y va à tâtons. Évidemment, tous les spectateurs marchent. Enfin, il se passe quelque chose. Il y a pas un côté un peu secte, mais presque, quoi. En fait, c'est juste extraordinaire. Martin? Ouais, juste pour bien faire comprendre, parce que quand même, on est des journalistes professionnels, on est évidemment des fans de golf, mais avant tout, on est là pour faire un métier. Alors, je voudrais savoir, JP, si tu as ressenti exactement la même chose que j'ai pu ressentir la première fois que je suis allé à Augusta, c'était il y a quelques années maintenant, 4-5 ans déjà. C'est une vraie émotion, mais un truc qui te prend aux tripes et qui te fait dire quand t'arrives, je sais pas, genre aux alentours du 10, 11, 12 vers la main corner, où tu te dis waouh, quoi, je suis au-delà du boulot, je suis au-delà de ça, quoi. Moi, ce qui est marrant, c'est quand on arrive la première fois, moi j'étais un peu comme un gamin, c'est en fait on sait pas trop où aller, on a envie de tout voir, ouais, on a envie t'es une poule sans tête, quoi. On sait pas trop quoi faire, on a envie de tout prendre en photo, enfin j'avais l'impression de découvrir Disneyland pour la première fois, en fait. C'était assez marrant, quoi. Et évidemment, quand on arrive sur cet Amen Corner,
voilà, on se prend une grosse claque, quoi, parce que c'est vraiment fabuleux, quoi. Tout est parfait en fait. Visuellement, on peut pas rêver mieux, quoi. En plus, ça s'est pas trop mal passé pour vous, Jean-Philippe, parce que je crois que quand vous êtes arrivé, il y avait une jolie partie à suivre et vous l'avez suivi. Alors exactement, parce que donc on arrivait, on savait qu'ils allaient jouer à peu près dans ces heures-là, mais on savait pas s'ils partaient du 1 ou du 10. On a filé directement sur le parcours. Mais de qui parle-t-on Mais de qui parle-t-on Instinctivement, on est allé vers la main corner, et qui on voit après au départ du 12, Tiger Woods, Phil Mickelson. La couve du journal du golf. Exactement, avec Fred Couples et Thomas Pieters. Bam. Donc voilà, pour une première découverte, c'était juste parfait. En plus, Tiger Woods qui a l'air très très en forme, hein, il a fait un birdie sur le trou numéro 12 et un eagle au 13, et même Fred Couples l'a dit à la fin de sa partie que voilà, il avait trouvé Tiger très en forme, qu'il drivait droit, et que ça va être sûrement une des clés cette semaine, même très probablement. Justement, allez, c'est parti. Ce Master, c'est parti. C'est une bonne transition. C'était une transition absolument parfaite. Alors, Martin, il va le faire, il peut le faire, Tiger. Mais oui, il joue. Je vais reprendre l'argument qui tue. Oui, il joue. Non, mais évidemment, c'est complètement dingue cette espèce de folie qui s'annonce là, de voir, Tiger, Phil qui ont fait la couve du dernier JDG. C'est pas pour rien qu'on les a mis en couve, parce que c'est hallucinant ce qu'ils font depuis ces 4-5 derniers mois. On a toute cette jeune garde des Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas qui sont là. On a quelques Européens, Justin Rose, Paul Casey qui sont ultra en forme et qui sont ouais, c'est quand on va tous les passer en vue, Martin. Mais non, mais vous le disiez, on se voit, c'est vrai qu'on a l'antenne. Oh là là. On peut faire ce qu'on veut. Moi, je dis tu disais, Arnaud, que c'était certainement l'un des Masters les plus attendus de ces X dernières années. J'en sais rien parce que j'en ai pas couvert tant que ça, et j'en ai vu quelques-uns, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a une hype de dingue, quoi, sur celui-là. Évidemment, Woods, il joue pour beaucoup, mais Mickelson, il joue aussi pour beaucoup. Rory McIlroy, il joue pour beaucoup aussi, évidemment, quoi. Ouais, Jean-Philippe. Martin, si je peux me permettre, là, ouais. Je pense non plus que c'est pas anodin d'avoir eu pour cette partie d'entraînement Tiger Woods et Phil Mickelson mais c'est fou, ça, ensemble. Et je pense que, on sait pas trop les dessous de cette histoire, mais il y a peut-être pas une espèce de grande com, mais c'est sûr que je pense que il savait qu'il faisait la couve, peut-être. Peut-être qu'il savait. On leur a filé un petit bifton, en fait, c'est ça le dessous de table que tu connais pas. Je crois que c'est la première fois qu'on les revoit tous les deux à Augusta ensemble. Je crois que c'est la première fois depuis 2009 qu'ils avaient joué une dernière partie tous les deux. Et c'était marrant. Ils avaient joué aussi en 2001 en dernière partie. Ah ok, pardon. Et ce qui était intéressant de voir, c'était surtout la réaction du public. On a pu un peu mesurer l'applaudimètre entre Phil Mickelson et Tiger Woods. Alors Tiger Woods, évidemment, il en a rentré un peu dans tous les sens, donc il avait gagné cet applaudimètre haut la main. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, les Go Phil, Go Tiger. Enfin, c'était assez rigolo de voir ça, et c'était, on a envie de voir ça maintenant sur le parcours en mode tournoi, et on a hâte, quoi. On a hâte de voir les deux. Peut-être ensemble en dernière partie, le dernier jour au Masters. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce et on l'avait évoqué tous ensemble, une espèce de nostalgie de voir ces deux joueurs au top de leur forme en ce moment, quoi. Mais de toute façon, la dernière partie dimanche, c'est pas arrivé. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y avait quand même un moment, il y avait une immense rivalité entre les deux. Et là, j'ai envie de dire un peu comme Alain Prost et Ayrton Senna sur la fin de leur carrière. On a l'impression que on en avait parlé à ce micro avec Johanna, qui disait que Phil tirait un peu Tiger, et surtout Tiger entraînait Phil dans son sillage. Voilà, on a l'impression que la paix est faite, que Phil et Mickelson est content de retrouver Tiger au plus haut niveau, que Tiger est content aussi de retrouver. Enfin, Tiger est beaucoup plus heureux qu'avant, donc content un peu avec tout le monde, mais c'est quand même pas anodin, c'est deux monstres qui jouent ensemble, partie de la dernière partie de reconnaissance à Augusta, Martin. Ouais, et puis Jean-Philippe, pardon. Vas-y, c'est toi qui es là-bas, vas-y, priorité. Et puis qui jouent ensemble, on les a vus pas mal discuter aussi sur le practice, rigoler, enfin, c'est vraiment une ambiance détendue. Après, moi je pense que ils se disent aussi que leur carrière est plus derrière eux, et qu'il n'y a plus de raison vraiment d'avoir une entre guillemets rivalité. Et ce qui était aussi pas anodin, c'était voir Fred Couples avec Tiger Woods et Phil Mickelson, et qui rappelle un peu la task force organisée pour que les Américains renouent un peu au succès en Ryder Cup. C'était assez drôle de voir ça. D'accord, en espérant que Thomas Pieters ait pu prendre quelques conseils pour le parcours.
D'ailleurs, Thomas Pieters, on a vu beaucoup échanger avec Phil Mickelson. Alors malheureusement, on n'a pas pu l'interroger à la fin de ces 9 trous de reconnaissance. Il est parti assez vite, Thomas Pieters. Mais voilà, on l'a vu assez échanger, pas trop avec Tiger, mais beaucoup avec Phil, Thomas. Martin, un commentaire donc sur Phil et Tiger qui jouent ensemble, c'est quand même c'est assez incroyable. Bah oui, de fait, mais après bon, ouais, c'est toujours pareil, partie de Rocco, bon, oui, ok, non mais c'est fou de les voir tous les deux, et c'est fou de se dire que ces gars-là qui se détestaient cordialement même d'un point de vue humain, je crois que ça passait pas trop, se sont retrouvés à travers, on en a déjà parlé dans ce podcast, à travers la Ryder, quoi, à travers cette espèce de task force dans laquelle ils se sont investis tous les deux, et ça a brisé énormément de glace entre eux, et c'est clair que quand on parle de rivalité de grands sportifs, quand la rivalité est à ce point-là, et que les deux, voilà, ont vu de l'eau passer sous les ponts et ont un peu grandi, et ont un peu, voilà, comme tu disais JP, un peu la fin de carrière en vue, ouais, c'est rigolo de les voir. Je serais très curieux de savoir de quoi ils parlent, quoi, de quoi ils échangent. Ce serait génial d'être une petite souris dans l'un des sacs des deux pour savoir de quoi ces deux joueurs-là peuvent parler en amont d'un tel tournoi. Ça doit être dingue, quoi. Tiger en a un peu parlé dans son dernier livre, hein, quand il racontait son Masters 97. Il parlait en tout cas du dîner des champions où justement il s'échangeait un peu les anecdotes et notamment les blagues. Les blagues salaces, et voilà, il donnait le vainqueur de ce concours-là. Pour terminer un peu sur l'ambiance, on en a parlé. On a parlé de votre découverte, Jean-Philippe. En revanche, il y a un endroit que vous ne connaissez pas bien, c'est Magnolia Lane. C'est réservé aux joueurs. C'est réservé aux joueurs. On n'a pas le droit d'y aller, ça. Ça, vous n'avez pas le droit d'y aller, sauf si on joue Augusta. Et je crois que Martin Coulon, avec Benjamin Cadio, a eu cette chance en 2014. Et donc Magnolia Lane, vous connaissez. On va écouter Nicolas Colsart nous parler justement de cet endroit, de cette allée. Tu pars de cette avenue qui est à l'extérieur d'Augusta, en fait, qui est un peu dégueulasse parce que tu as les fast-food, Hooters et tout le truc. Puis à un moment, la haie change, tu vois directement que tu es ailleurs. C'est macadam tout droit avec ces énormes arbres des deux côtés qui font comme une espèce de voûte comme ça. Si la lumière est belle, t'as des rayons de soleil qui passent à travers les arbres. Au fond, tu devines ce parterre de fleurs avec le logo d'Augusta qui est quand même assez que tout le monde reconnaît. Tu sais que tu rentres dans un endroit, dans un antre mythique où tu te fais un peu discret, t'es accepté, mais tu fais un peu discret, quoi. C'est vraiment un pèlerinage, c'est comme la première fois que tu vas à St Andrews ou comme la première fois que tu es tennisman, que tu joues à Wimbledon, quoi. C'est vraiment un endroit, ça reste un souvenir qui marque. Martin, un souvenir qui marque aussi pour vous, même si vous n'avez pas joué le Masters, vous avez joué Augusta, donc Magnolia Lane. Oui. Mais Magnolia Lane, c'est un peu le petit plus Périglioni, comme je l'appellerais, quoi. Le vrai truc, c'est le parcours, ça fait partie évidemment de toute l'ambiance, et Nicolas il l'a dit mieux que personne avec ses mots géniaux pour décrire exactement de quoi on passe, parce que Washington Road, qui est l'espèce d'énorme highway qui est juste à côté, qui traverse Augusta de part en part, c'est un truc dégueulasse à l'américaine où il se passe rien, et d'un seul coup, clac, on passe, mais vraiment d'un seul coup, hop, on passe en 10 mètres à une espèce d'écrin de verdure absolu, et on rentre dans le sein des seins. C'est exactement ça. Et je reviens à cette histoire d'émotion, quoi. Il y a très peu d'endroits golfiques sur Terre où on ressent ce genre d'émotion-là. Il y a Augusta, il y a Pebble Beach et il y a St Andrews quelque part. C'est à peu près tout, quoi. Jean-Philippe. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez frappant, comme le disait Nicolas et comme le disait Martin. Quand nous journalistes on accède au parking, c'est vrai que on remonte cette avenue de Washington Road. Et un peu, on est au milieu de nulle part. Hein. Augusta, c'est en Géorgie, c'est au fin fond des États-Unis. C'est la 100e ville, c'est la 115e ville américaine, je crois. Donc effectivement, c'est un trou perdu. Ouais, mais il y a rien autour, quoi. Il se passe pas grand-chose. Industriel. À Atlanta, il y a pas grand-chose à voir, il y a pas grand-chose à faire. Et on voit de chaque côté les fast-foods, c'est pas très joli. Et même quand on va sur le parking de presse, on tourne à droite. Et puis là, on voit que tout de suite ça change. On voit que c'est manucuré, on voit que tout est soigné, et c'est vrai que c'est vraiment frappant de voir la différence entre deux mondes, quoi, deux mondes qui finalement se côtoient à peu de choses près, mais qui sont totalement différents.
et voilà, et à un côté, c'est on va dire la pauvreté, et puis là on se retrouve dans toute l'opulence américaine quand même. C'est assez particulier, quoi. Allez, retour au tournoi. Jean-Philippe, vous avez donc suivi Woods-Mickelson. Est-ce qu'il y a eu un petit match entre les deux? Est-ce que vous avez trouvé que Woods était en forme? Couples a dit qu'il drivait bien. Comment vous avez trouvé Mickelson? Et est-ce que vous avez eu des infos sur le jeune Mickelson qui lui s'est imposé en championnat du monde cette année, qui fait partie évidemment des favoris au moins autant que Tiger, Jean-Philippe? Alors c'est vrai qu'on a vu la foule surtout beaucoup réagir au coup de Tiger, parce qu'il a évidemment il a rentré pas mal il a rentré des birdies, un eagle, on a dit un eagle au 13, il a fait des bonnes mises en jeu, il a drivé droit, c'était important, c'est vrai que tous les yeux étaient un peu braqués sur Tiger, et ben Mickelson il a fait aussi le job, et il a l'air très en forme, le gaucher américain. Il s'est montré, il a rentré des putts, il a fait aussi crier la foule. Enfin, les deux sont vraiment là et sont vraiment au top niveau, quoi. Alors un petit pronostic, marrant, messieurs. J'attendais le mot. Moi, je suis pro Tiger Woods, donc moi je dirais Tiger Woods. Tiger Woods vainqueur, carrément, Jean-Philippe. Mais ça serait tellement beau, ça serait tellement énorme. Enfin après voilà, c'est mon côté romantique. C'est mon côté romantique qui fait que ça serait tellement énorme. Romantique en combien de mots? En deux mots ou en un mot? Alors en plusieurs. Martin qui ne croit pas en Tiger et qui n'est pas romantique. Bien sûr que si, je suis Non mais évidemment vous serez content, Martin, on ne dit pas que vous ne serez pas content, mais bon. C'est ça que vous comprenez pas, je suis le fan le plus absolu. On est bien d'accord, mais on le sait ça, Martin. Mais vous n'y croyez pas, donc vous croyez en qui, Martin? Moi j'ai envie de croire, je peux mettre deux noms. Allez, je mets deux noms. Il y a un mais c'est triché. Non, c'est pas triché. c'est essayer d'être un peu plus objectif que Tiger. Tiger, ce serait génial. Ok. Moi, il y a un gars que j'ai envie de voir gagner. Pour plein de raisons. La première, c'est Matsuyama. C'est Hideki Matsuyama. J'adore son swing. Non, je déconne. C'est Rory McIlroy. Parce que Rory, il y a une dimension gigantesque qu'il a déjà connu à 4 reprises pour ce tournoi-là, c'est la possibilité d'être le 6e joueur de l'histoire à conquérir les 4 tournois du Grand Chelem, quoi, à faire le Grand Chelem. Et d'ailleurs, Martin, c'est le seul Irlandais présent cette semaine à Augusta. C'est un signe, ça. C'est un signe. La petite info. Ouais, j'ai envie de voir ce joueur-là. J'ai envie de voir ce joueur-là gagner. J'ai envie de voir ce joueur-là battre ce démon de 2011 avec ses 4 coups d'avance et ce 80 immondissime sur le dernier tour. Et moi, ça m'a fait tellement mal pour lui. Ok, il a scoré 7 ou 8 fois dans les 76 ou plus à Augusta. Ok, mais c'est quelqu'un dont le jeu est taillé pour ce parcours-là. C'est quelqu'un qui, s'il putt bien, et ce qui est le cas depuis Bale, Arnaud Tillot, je te pointe du doigt vilainement, s'il putt bien et s'il trouve la petite clé au putting, il peut défoncer ce parcours, quoi. Il peut clairement prétendre à la victoire sur ce major-là. Allez, on vous donne un deuxième nom. Et le deuxième nom, très rapidement, ça c'est un peu mon outsider, c'est Paul Casey. Alors pourquoi Paul Casey? Parce que j'ai vu une stat passer il n'y a pas si longtemps que ça sur un réseau social bien noisillonné qui disait que sur les 6 derniers vainqueurs, il fallait être en gros dans le top 7 de ce qu'on appelle, vous savez, le stroke gain T2 green. C'est en gros la faculté à attraper beaucoup de green, en gros, quoi. Je le fais très rapidement, et par rapport à tout le champ, être un peu au-dessus du champ. Et aussi à Augusta, il y a un truc qui est vachement important, c'est ces attaques de green, et à éviter évidemment beaucoup les bogeys. Et Paul Casey, à ce niveau-là, il est deuxième sur cette stat-là depuis le début de l'année, et il est 17ème sur cette faculté à éviter les bogeys, et il a gagné il n'y a pas longtemps. Il est en méga forme, et je sais pas, j'ai envie de mettre une pièce sur ce bonhomme-là, parce que pareil, c'est un gars qui... il se passe un truc à Augusta avec lui, je sais pas, il peut se passer un truc. Voilà, c'est mon outsider. Jean-Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense qu'il faudra pas non plus oublier Justin Rose. Rose qui avait fait deuxième l'année dernière, qui avait perdu en playoff face à Sergio Garcia et qui est également très en forme. Justin Rose. Moi, je mettrais aussi. Allez, le deuxième pour vous, c'est Rose. Justin Rose qui a quand même dit, voilà, le tout a changé, l'herbe a changé, les fleurs ont changé, ça a plus rien à voir avec l'année dernière. C'est pas parce que j'ai fait deuxième l'année dernière que j'ai un avantage. Je parlais de ce Masters le plus attendu depuis 30 ans, parce que donc il y a Woods, Mickelson qui font la couve du journal du golf et qui jouent ensemble et qui sont attendus par tout le monde. Il y a quand même Jordan Spieth qui joue merveilleusement bien actuellement, et à Augusta surtout, et pas trop mal actuellement. Rory McIlroy, vous en avez parlé, Martin. Dustin Johnson qui a une revanche à prendre. L'année dernière, il avait une pancarte de favori immense. Il est tombé dans les escaliers, il n'a pas pu jouer le Masters. Justin Thomas qui est quasiment numéro 1 mondial ou qui peut le passer, qui joue super bien. Bubba Watson, 2 fois vainqueur à Augusta. Ça fait quand même 5 ou 6 immenses favoris.
qui ont quand même, eux, on voit pas comment ils pourraient ne pas bien jouer ou être à peu près dans le coup. Et évidemment, on n'a pas parlé donc de Justin Rose, enfin vous en avez parlé JP, mais Sergio Garcia, tenant du titre, Ricky Fowler qui joue aussi très bien, Ian Poulter qui est quand même le dernier qualifié pour Augusta, c'est Ian Poulter, c'est dingue. Cramé le pauvre. Mais Ian Poulter, il est cramé. Moi, je pense comme Martin, il est cramé. Il a passé 2 semaines. Peut-être, mais en tout cas, il est là, il a participé. Mentalement. Il aura au moins participé à l'avant Augusta. On peut au moins dire qu'il aura participé au fait que ce Masters, on se dit vraiment que toutes les planètes sont. Il restait un joueur à qualifier, c'est Ian Poulter. On le rappelle qui la semaine d'avant, à qui on avait fait croire qu'il serait qualifié. Et puis non, il devait gagner, il a gagné. John Ram, on n'en parle pas, mais bon, l'Espagnol, c'est quand même super joueur. Jason Day, on n'en a pas parlé non plus, il a gagné aussi cette année. Il y a combien de joueurs déjà, parce que tu vas pas tous nous les faire. Non, mais voilà, mais pour terminer, mais pour vous dire que c'est. Non, mais c'est quand même l'Indien Sharma. Oui, non, mais bon, là, on va pas aller chercher, tout le monde. Le Sharma à l'indienne. Et donc, en revanche, on regardait une stat avec Martin tout à l'heure. Donc, le joueur qui a remporté Augusta et qui était le plus mal classé depuis la création du classement mondial en 1986, c'est un certain Angel Cabrera, 69e mondial. Il était en 2009, si je me souviens bien. Et donc, on peut penser que le joueur cette année sera mieux classé que ça, sauf peut-être un certain Tiger Woods, qui est 103e joueur mondial, voilà, qui pourrait battre la statistique d'Angel Cabrera. Voilà pour ce Masters. Jean-Philippe, on va vous laisser vous régaler, on va vous suivre tout au long de la semaine. Un dernier mot à ajouter peut-être sur je sais pas, la salle de presse, le merchandising, voilà. Alors le merchandise shop, je suis pas encore allé, mais il paraît qu'il est tout nouveau. Il paraît qu'il est juste fabuleux également, comme tout ce qu'on a ici. Hein, et la salle de presse aussi, c'est pas une tente comme on a l'habitude d'avoir sur les autres tournois majeurs. Là, c'est un vrai building avec, c'est limite un musée quoi, avec les anciennes accréditations des autres années. Voilà, les écrans géants, la vue sur le practice. Enfin, c'est manucuré, c'est la perfection. Et on a hâte. Moi, j'ai hâte que demain d'aller voir le concours de par 3. Il paraît aussi que c'est un petit bijou, ce petit parcours de par 3. Et puis évidemment que le tournoi commence et on en découdre, hein, parce que on est là pour ça. Hein. Alors, le tournoi commence. Il y a les pairings qui sont tombés, Jean-Philippe. Oui. Je ne sais pas si vous les avez en votre possession. Sinon, Martin alors, les a pour. Je sais que Tiger Woods joue avec à 10h40 donc heure locale jeudi. Il joue 10h42 avec, exactement. Soyons précis. Voilà, 10h42 exactement. Ce qui fait 16h42 heure de Paris. Tommy Fleetwood et Mark Leishman, et Phil Mickelson, lui, est avec Matt Kuchar et Ricky Fowler aux alentours de 13h07, je crois. De toute façon, encore une fois, il y a quasiment que des parties à voir. Il y a évidemment à 8h15 heure de là-bas, il n'y a plus Arnold Palmer, il reste quand même Gary Player et Jack Nicklaus pour taper les premières balles de ce Masters. Et puis après les stars s'enchaînent. Petit conseil d'amis JP et ça aussi c'est un moment complètement dingue à aller voir, c'est cette espèce de ferveur et cette espèce d'énorme respect pour ces champions qui étaient évidemment Arnold Palmer, mais que sont Gary Player et Jack Nicklaus pendant ce tee-shot honorifique le jeudi. Il y a une ambiance complètement géniale et en plus c'est super joli parce que la lumière est complètement dingue. Courzy, JP, raconte-nous s'il te plaît, parce qu'il y a toujours des histoires complètement dingues à faire. Voilà, merci. Avec plaisir. Ok, merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Donc on vous retrouve évidemment toute la semaine sur l'équipe.fr. Bonne semaine, bon premier Masters. Régalez-vous encore une fois. Allez, merci beaucoup, merci à tous. Ciao. Voilà, on va enchaîner dans ce podcast spécial Augusta et on va avoir Romain Langasque, le dernier Français à l'avoir joué. Je le disais avec Victor Dubuisson, c'était en 2016. Romain, il était amateur à l'époque et il a accepté de revenir avec nous sur son expérience à Augusta et évidemment sur le Masters de cette année. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, c'était il y a 2 ans, vous aviez fini 39e après des scores de 74, 73, 83 et 68 pour finir. Qu'est-ce qui vous reste 2 ans après de cette expérience ? Plein de grands souvenirs. À commencer, je pense, par mes 9 derniers trous du dernier jour. Ça restera mon meilleur souvenir d'Augusta, surtout après le 83 de la veille. Mais non, après il y a tellement de souvenirs, j'ai partagé tellement de bons moments avec plein de gens là-bas que c'est dur de mettre le doigt sur un souvenir.
D'accord. On va justement revenir un petit peu là-dessus. On le sait qu'en golf tout peut arriver, mais justement comment on passe d'un 83 à un 68? Quelle était la différence d'émotion ou d'émotivité, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui se passait? Vous y croyez encore peut-être pour une victoire ou pour une belle place le samedi et tout perdu, vous avez retrouvé votre jeu le dimanche. Ouais. Qu'est-ce que vous en Le expliquez truc, 2 ans c'est après? que j'étais tellement heureux d'avoir passé le cut du Masters que je suis parti en mode le samedi en mode guerrier. Bon maintenant que j'ai passé le cut, je vais tout attaquer dans tous les sens et malheureusement Augusta c'est pas comme ça que ça se joue et encore plus que l'année où j'ai joué le samedi, il y a eu beaucoup de vent et les graines étaient très très fermes donc tout simplement j'en ai pris plein dans ma gueule parce que je suis parti comme un con sur le parcours à tout va quoi. Et puis le dimanche j'ai joué au contraire très relâché, très décontracté, puis j'ai joué tout simplement et j'ai fait un très bon retour surtout. Vous y repensez de temps en temps à ce Masters ou souvent ou alors c'est dans un coin de votre tête et puis vous évitez d'y revenir? C'est dans un coin de ma tête. J'y repense chaque année quand il repasse et que c'est la semaine du Masters, forcément c'est des souvenirs de ouf et puis le fait d'avoir joué le tournoi et puis même d'avoir pu aller là-bas, ça fait que quand tu le regardes à la télé, tu t'imagines beaucoup mieux les coups et t'arrives à vraiment imaginer les endroits où les mecs sont morts ou pas morts. Donc moi qui suis passionné de golf avant tout, non, c'est des souvenirs que j'aurai tout le temps, mais j'y pense pas plus que ça, non. D'accord. Y retourner, c'est un objectif ou alors chaque chose en son temps? D'abord le challenge tour remonter. C'est clairement un objectif et c'est marrant parce que hier je me disais que j'aimerais vraiment y être l'année prochaine. Donc non, j'aimerais vraiment y retourner vite quoi. Ça, le challenge tour c'est bien, mais je préfère aller à Augusta. D'accord, mais alors pour y retourner l'année prochaine, vous envisagez donc monter sur le tour européen et un début de saison canon, c'est ça, et une place dans les 50 premiers mondiaux ou... Quand vous dites ça, quand vous dites l'année prochaine, vous le voyez comment? Comment vous faites pour y aller? Ce serait que je récupère ma carte du Challenge Tour, ensuite que je joue bien en début de saison, que je me qualifie sur un WGC, que je fasse un pet en WGC, et puis voilà. C'est comme ça que je pourrais me qualifier, quoi. D'accord. Et alors, justement, quelle est la différence entre le Romain Langas d'il y a 2 ans et de maintenant? On vous voyait à l'époque en pleine ascension, vous étiez en pleine ascension, et 2017 a marqué, notamment la deuxième partie de saison, a marqué un coup d'arrêt. Comment vous vous situez maintenant comme golfeur et dans votre carrière, Romain? Je pense que j'ai beaucoup grandi et que j'ai beaucoup progressé et que j'étais dans une période d'euphorie. Du coup, j'ai fait que monter. Sauf que quand je suis tombé d'assez haut. Du coup, vu que j'étais pas forcément armé, j'ai perdu un peu confiance et du coup, je suis tombé assez bas, c'est vrai. Mais non, maintenant, je me sens plus fort, plus mature, un ensemble de choses qui est mieux, je pense. Après, il faut que je retrouve aussi mon instinct de joueur que j'avais avant et que j'ai eu beaucoup moins l'année dernière. Et c'est sur ça que j'ai beaucoup bossé cet hiver et ça commence à redevenir très bien. Je recommence à jouer très bien au golf depuis 2-3 mois maintenant. Donc j'espère que ça va se remettre en marche rapido. Romain, Martin Coulon a une question pour vous. Ouais, Romain, salut. Oui. Rebonjour. Martin, salut. J'avais eu le grand plaisir et aussi privilège d'avoir suivi tes 9 derniers trous d'ailleurs, Augusta, alors ce dimanche il y a 2 ans et j'en garde moi un souvenir c'était assez émouvant parce que déjà c'était ta dernière partie, il faut que j'articule, ta dernière partie en tant qu'amateur. Mais il y avait aussi un côté, tu lâchais complètement les chevaux. Est-ce que ce genre de partie-là, dans ce genre de tournoi-là et dans ce genre d'ambiance-là, parce qu'on parle quand même d'un des tournois les plus mythiques qui soient, d'un des parcours les plus absolument mythiques qui soient, et aussi quand même mine de rien très dur à jouer. Est-ce que le fait d'envoyer -4 sur le retour comme tu l'avais fait, est-ce que ça reste encore aujourd'hui tant dans l'attitude que hier, je sais pas, mentalement, ça reste une partie référence absolue pour toi ou pas? Ouais, carrément. Mais même, en plus, j'en ai parlé avec Benoît il y a pas si longtemps que ça. Et il me dit, mais Romain, repense, parce que j'ai un peu de mal à me faire confiance, même maintenant encore, à me refaire confiance comme je me faisais confiance avant et tout ça, et à vraiment assumer les choix et tout ça. Et on en a reparlé il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que les 9 derniers, j'avais fait -5, déjà, je crois, et pas -4, exact, ouais. Martin. Oui. Et c'était il y a 2 ans, tu sais, ma mémoire de vieux, c'est un vrai problème. Et ensuite, non, on prenait l'exemple par exemple du 11 où le drapeau il était coincé au fond à gauche et j'étais entre 2 clubs et j'avais pris le club d'en dessous et je m'étais engagé à fond. Et Benoît il me dit, voilà, ça c'est des exemples qui font que
je pense entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant t'avais entre guillemets peur de rien et que tu fonçais, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus à me poser beaucoup de questions. Donc ces 9 derniers trous là, j'ai fait -5, mais le pire c'est que j'ai fait -5 et j'ai pas fait birdie. J'ai pas fait birdie au 13, je crois. Ouais. J'ai pas fait birdie au 13 et j'ai eu des occasions au 11 et au 12 très franches. Donc c'était -5, mais -5 les doigts dans le nez. Donc non, c'est vrai que c'était assez. Je pense vraiment que c'est mon meilleur 9 trous. Et si on fait une comparaison difficulté du parcours et qualité de jeu et qualité du score, je pense que c'est mon meilleur 9 trous de tous les temps. Ouais. On va revenir au Masters de cette année. Romain, il y a un WhatsApp avec tous les joueurs français. Grégory Avray nous en a parlé. Je ne sais pas si vous êtes dedans. Et, je suis dedans. Et apparemment, on a pas mal parlé de Tiger, évidemment, depuis le début de la saison. Et il n'y avait que Alexander Levy qui croyait un peu au retour de Tiger. Tout le monde se moquait de lui. Je sais pas, je sais pas comment vous situez. Il y avait Bidou et il y avait... moi, je m'exprimais pas plus que ça, mais j'étais dans la vie d'Alex. Mais c'est vrai qu'il en a pris plein sa gueule dans le groupe, dans le sens où tout le monde le prenait pour un con. Non mais t'es malade, arrête tes rêves, blablabla. Et parce que c'est le sujet, il était plus au niveau de la Ryder Cup qu'au niveau du Masters. Et c'est vrai que pas grand monde dans le groupe y croyait. Mike, le premier, n'y croyait pas du tout. Mathieu Pavon non plus. Après, là au jour d'aujourd'hui, perso, moi j'y crois et j'espère que ça va exploser. Après, pour ce Masters là de cette année, je lisais un article encore tout à l'heure. C'est vrai que plus ouvert avant le tournoi parce que toutes les têtes de série sont en grande forme, j'ai l'impression. Donc je pense que ça va être très très dur de faire des pronostics et de dire qui va gagner. Mais si jamais moi on me demande qui j'aimerais que gagne, c'est Tiger Woods pour sûr. D'accord. Et alors, si on vous disait qui va gagner, même si c'est dur, un petit pronostic. Bah Rory. Non. J'ai envie de dire Rory parce que j'aimerais bien qu'il fasse le Grand Slam. Et je tiens à dire que j'ai dit exactement la même chose il y a peut-être 3 minutes et on s'est pas appelé avant, je le précise. C'est vrai. Je le précise. Non, ouais, j'aimerais bien que ce soit Rory qui gagne pour le Grand Slam. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas donné au fait tout à l'heure. Je veux quand même dire moi Jordan Spieth. Moi, c'est mon petit chouchou. J'aimerais beaucoup qu'il gagne. Si c'est pas Tiger, j'aimerais beaucoup. En plus, il a fait 3e la semaine dernière, donc ça peut être. Il est en confiance. Quoi. Bon super Romain, une dernière question Martin. Ouais, c'est plus pour essayer de bien comprendre parce que là on a bien vu que ce Master c'est ultra ouvert, ultra attendu. De ton point de vue de joueur, de toi qui as fait 4 tours sous pression Augusta, c'est quoi les compartiments du jeu qu'il faut absolument maîtriser? On parle beaucoup d'évidemment du putting et de cette faculté qu'il faut à trouver la vitesse et compagnie, mais on parle beaucoup moins et peut-être un peu moins de la faculté à trouver les bonnes zones sur ces greens et donc de trouver les fairways, etc. C'est ce que j'allais te dire. C'est que la priorité, moi, je trouve, sur ce parcours, c'est la stratégie avant tout. Parce que moi, je me souviens, le premier jour, je suis parti sous pression et je jouais pas bien au golf. Mais j'ai raté que des bons côtés les 9 premiers et j'ai fait des chip putts partout. Ouais. Et non, je pense que ça, vraiment, c'est la priorité d'Augusta, ça va être la stratégie et les endroits, entre guillemets, où s'appuyer pour avoir des bons putts et des bons chips si tu rates les greens, quoi. Ça, c'est la priorité. Après, il y a tellement de joueurs différents qui ont gagné sur ce parcours-là que je pense pas qu'il y ait un jeu plus adapté que l'autre. Ok, Romain, avant de vous quitter, c'est quoi la suite de la saison pour vous? C'est quoi le programme et vous êtes dans quel état? Alors, je suis dans quel état? Je suis en très bon état. État de forme, Romain. Tout va bien. Non, je suis bien physiquement, je suis bien dans mon golf, je suis bien dans ma tête, je suis bien partout. Donc là, je vais partir en Chine dimanche sur le Challenge Tour. Ensuite, je vais jouer au Maroc sur le Tour européen la semaine d'après. Après, je ferai une semaine off. Et ensuite, j'enchaînerai 4 tournois d'affilée. Je vais sûrement faire 2 tournois du Tour européen et 2 tournois du Challenge Tour. Parce qu'il y a des tournois du Tour européen qui sont co-sanctionnés avec le Challenge Tour, où on peut marquer aussi les points du Challenge Tour. Donc, tenter ma chance 2 dernières fois avant de me consacrer à fond sur le Challenge Tour. D'accord. Juste avant de prendre l'antenne, Romain, vous nous avez fait une petite confidence. Vous êtes entraîné avec Victor Dubuisson il y a 2 jours. Comment va Victor Dans quel état est-il lui aussi? Dans quel état de forme, Romain? Franchement, il a l'air d'aller bien. Il joue beaucoup au golf là ces derniers temps. Il a beaucoup joué. On a fait on a fait un petit match. Mathieu Pavon et Benoît contre Victor et moi, on a fait square. Mais ouais, c'est beau. Non, c'était cool. Franchement, il est en forme et il était content d'être là. Il jouait bien au golf.
du Victor, quoi. Donc non, il y a pas de signe négatif pour si jamais j'avais un œil à donner, et même beaucoup de positif. Hein. Quand tu lui parles, la Ryder Cup, elle est dans sa tête, et pour lui, la saison, les points importants, ils commencent au Maroc et pas avant, quoi. D'accord. Donc je pense vraiment qu'il peut faire du Victor et des grandes choses dans les mois qui arrivent. Eh ben écoutez, on lui souhaite en tout cas, et on vous souhaite aussi à vous, Romain, beaucoup de bien, et pourquoi pas dès le Maroc sur le Tour européen, évidemment sur le Challenge Tour, mais pourquoi pas sur le Tour européen. On sait que vous avez le niveau. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Pas de Romain, problème. et à très bientôt dans Au le podcast revoir. du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Merci Bye bye. beaucoup. Au revoir. Eh bien, avant de terminer cette émission, c'est l'heure de la célèbre chronique fantasy avec vous, Rémi Rivière. Bonjour, vous êtes bientôt 500 à jouer avec nous et à parier sur les tournois. Alors, Rémi, place au Masters version fantasy. Quels sont vos paris ? Alors nos paris, c'est un bien grand mot puisque vous connaissez les règles. Arnaud, notre ligue fantasy est une ligue propre au Tour européen, donc nous ne pouvons pas choisir des joueurs issus d'autres circuits que le Tour européen. Ce qui limite un peu les paris pour ce Masters. Ah ouais, effectivement, c'est compliqué là. Évidemment, mais on va d'abord écouter Paul Boinet, notre leader de la fantasy. Il a accepté de dévoiler son équipe. Paul, on vous écoute. Pour le Masters, je suis parti sur Matt Kuchar pour un Américain, Alex Noren parce qu'il a quand même fini 3e et c'est grâce à lui que je suis passé premier de la ligue. Stenson parce que étant un peu suédois, j'aime bien les Suédois, donc Noren, Stenson avec Stenson en capitaine. Poulter parce qu'il a bien gagné à Houston et son playoff était assez chaud. Justin Rose et Sergio Garcia parce que il va être très très fort et Sergio Garcia il va encore gagner le Masters, je pense. Voilà, donc les pronostics de Paul le Suédois qui mise beaucoup sur son chouchou Henrik Stenson. Paul nous a même assuré, je cite, c'est comme ça qu'on gagne en choisissant les picks que personne ne prend. Voilà. Donc vous, Rémi, on imagine que vous avez sélectionné ces fameux joueurs que personne ne prend. Voilà, exactement Arnaud. Donc on a pris, accrochez-vous, John Ram, numéro 3 mondial seulement. Il y a aussi Rory McIlroy qui n'a aucune envie de rajouter le Master à son palmarès. Vous le soulignez Martin tout à l'heure. Et Romain Langasque aussi à l'instant. Et puis Romain Langasque en parlait aussi. Puis Justin Ross qui n'a pas été très bon l'an dernier au Masters, on s'en souvient. Paul Casey et Tommy Fleetwood, 2 Anglais choisis complètement au hasard. Et puis Alex Noren qui a soigneusement évité de s'entraîner sur les parcours américains en ne passant pas par le PGA Tour cette année. Voilà, une belle bande de losers et que le moins pire gagne. Et en tout cas, on le leur souhaite. Merci à vous, Rémi. Une Fantasy League à retrouver sur notre page Facebook Journal du Golf. C'est la fin de cette émission. Merci à Martin Coulon et à Rémi Rivière d'avoir été avec moi pour l'animer. Merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce Masters qui s'annonce fantastique. Salut à tous. Salut, allez Rory. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.